La société du chaos, vous en ignorez l'existence, mais pourtant vous y vivez, ou plutôt, comme pour la majorité d'entre nous, nous y survivons. Si vous voulez comprendre comment s'est imposée une telle société, et comment elle fonctionne, suivez les 13 épisodes qui composent la série. Mais suspense oblige, ce n'est qu'au terme du 13e épisode que vous allez découvrir le nom des coupables. À vos risques et périls, vous saurez qui sont les maîtres jusqu'ici incontestés de la société du chaos. De toute manière, ce sont vos ennemis, comme ils sont plus généralement ceux du genre humain. À la question « Comment sommes-nous arrivés là ?», l'enchaînement des épisodes apportera toutes les réponses, même si ces réponses n'ont rien de rassurant. Mais si vous aimez avoir peur au cinéma ou sur vos écrans, vous serez servi. À la différence qu'ici, pas d'effets spéciaux. Tout est vrai, irréductiblement et implacablement vrai. Vous découvrirez d'abord comment et pourquoi, dans la seconde moitié des années 1980, la société du chaos s'est développée progressivement pour en venir à s'imposer de manière fulgurante et planétaire à l'aube des années 2010. À l'université comme dans les médias, vous suivrez les agents très spéciaux de la société du chaos dans leur travail de déconstruction de tout l'héritage révolutionnaire. Vous les verrez diffuser massivement un simulacre de théorie critique qui liquide l'héritage des Lumières, nie l'existence d'une lutte de classe, conforte l'hypercapitalisme et favorise le développement de l'intégrisme religieux. Vous les observerez imposer partout leurs pensées réactionnaires et révisionnistes. Vous comprendrez pourquoi ces agents ont rendu obsolètes les formes de l'héritage démocratique et déconstruit le projet révolutionnaire d'émancipation universelle. Vous comprendrez comment ces agents ont réorganisé l'espace social en niches protéiformes, en d'innombrables tribus sexuelles, religieuses et raciales, légitimant la guerre du tous contre tous et du chacun pour soi. Vous comprendrez comment le racialisé s'est substitué à l'exploité, comment les queers ont fait l'impasse sur les luttes féministes, comment l'hétérosexualité est devenue un impérialisme à combattre. Vous comprendrez pourquoi et pour qui ces agents contestent la domination de l'homme blanc abstrait, jamais celle de la marchandise concrète. Vous découvrirez qu'avec le simulacre de théorie critique du postmodernisme, sous toutes ses variantes, l'hypercapitalisme n'a plus besoin de détourner ni de récupérer la théorie critique chez ceux qui remettent en cause cette société et la combattent. Au fil des épisodes, vous observerez les agents très spéciaux de la société du chaos écrire et diffuser une telle théorie et la faire admettre comme la seule théorie critique possible. C'est ce simulacre que ces agents sont arrivés à vendre aux post-citoyens en termes de progrès, d'émancipation et de liberté. Pour ceux qui l'ignorent encore, Post-Citoyen suggère l'existence d'ex-citoyens convertis, consciemment ou inconsciemment, aux thèses du postmodernisme. Comme le remarquait lucidement Nietzsche, il vaut mieux être à la périphérie de ce qui s'élève qu'au centre de ce qui s'effondre.
C'est aux États-Unis, au cours des années 1980, que la théorie postmoderne est devenue un système idéologique, aux ambitions culturelles puis politiques, volontairement indéfinies, mais clairement réactionnaires. Ceci peut peut-être offrir de l'intérêt. Merci. Soir de la victoire à 21h30. Fin de ce bulletin. Au revoir, frère. Au revoir, frère. En moins de 10 ans, les stratèges reaganiens ont élaboré 2 modèles décisifs pour imposer leur domination planétaire. Au spectacle de la guerre des étoiles, dont le réel enjeu était d'asphyxier économiquement l'URSS pour la faire imploser, a correspondu plus discrètement, mais tout aussi efficacement, la mise en œuvre de l'idéologie postmoderne par les Cultural Studies. Pour imposer leur programme idéologique, les Cultural Studies ont d'abord détourné et révisé à leur avantage la critique engagée de la French Theory des années 1960-70. Par leur critique, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard et Michel Foucault entendaient dénoncer les conditions modernes de l'oppression et de la servitude. Après la révision et la réécriture de cette critique par les Cultural Studies, celle-ci est devenue une simple mise à jour faussement contestataire des vertus de l'hypercapitalisme. La plus grande réussite de ce coup d'État culturel est d'être parvenu en moins de 20 ans à imposer le simulacre de pensée critique du postmodernisme à la gauche et à l'extrême gauche, d'abord aux États-Unis, puis ensuite en Europe. Nous, le peuple d'Océania, et notre allié traditionnel, le peuple d'Eurasia, nous n'aurons de cesse d'avoir remporté la victoire finale. Mort à l'ennemi éternel d'Océania. Mort! Mort! La gauche et l'extrême gauche ont ainsi renoncé à 3 siècles de lutte émancipatrice pour se faire les porte-paroles du système d'exploitation que jusqu'alors elles avaient toujours combattu. En d'autres temps, et avec le même aveuglement, la pensée autoritaire de gauche a justifié la pire des barbaries au nom de la démocratie et de la défense des peuples opprimés. Sous prétexte d'anti-impérialisme, elle a cautionné les régimes de Staline et de Mao. Cet aveuglement idéologique a lourdement pesé sur les luttes d'alors, comme sa version postmoderne pèse sur celle d'aujourd'hui.
La victoire la plus éclatante du postmodernisme est d'être considéré et apprécié comme un mouvement profondément de gauche, progressiste, voire contestataire. Se déclarant bien plus libertaire que libéral, il a imposé partout son image contrefaite, en soutenant toutes les postures et impostures, et en ne défendant jamais un seul combat qui évoquerait, même de loin, l'existence d'une lutte des classes. Pour obtenir des résultats aussi performants, les Cultural Studies ont repris à leur compte le doute méthodologique sur les méta-récits, Dieu, histoire, le progrès, pour l'appliquer tel quel aux sciences humaines et aux sciences exactes. En remettant en cause les grands récits de la modernité, qui promettaient le progrès social, la justice et l'égalité, le postmodernisme les a réduits à la seule critique du mâle blanc hétéronormé. Au rythme du développement hégémonique et mondial de l'hypercapitalisme, les Cultural Studies ont substitué à l'étude des classes sociales celle des genres, abandonné la critique des médias pour l'analyse de leur seule réception, et développé les études postcoloniales et postféministes pour construire une identité individuelle recomposée en fonction des appartenances multiples. En moins de 20 ans, le racialisé s'est substitué à l'exploité, les queers ont fait l'impasse sur les luttes féministes, et l'hétérosexualité est devenue un impérialisme à combattre. En bon serviteur de l'hypercapitalisme, le postmodernisme conteste la domination de l'homme blanc abstrait, jamais celle de la marchandise concrète. À une pensée complexe qui cherche à préserver la singularité de chaque être humain comme un universel, le postmodernisme oppose le simulacre de la victime symbolique. Cette victime, qui se confond avec celle du colonialisme, est l'agent d'un rachat. Le sujet qui souffre, cantonné à sa fonction de martyr et dépossédé de tout langage comme de toute révolte, devient un pauvre objet d'étude, l'objet d'une cheap théorie. Les post-sociologues ont glorifié d'autant mieux une telle victime qu'ils l'identifieront au rien, au moins que rien. Ils s'en proclameront d'ailleurs bien moins l'avocat commis d'office que le procureur justifiant les conditions de sa reddition et de sa soumission. Refusant d'admettre que la délinquance est une conséquence de la pauvreté, la post-sociologie ne cherche pas à dénoncer des conditions économiques et politiques paupérisantes, mais à stigmatiser une misère dont serait exclusivement victime un groupe ethnico-religieux particulier. La post-sociologie parlera de guerre raciale et dissimulera le fait que la misère matérielle touche dorénavant une partie de plus en plus importante de la population, empêchant ainsi toute solidarité effective entre les exclus. L'étrange tolérance pour l'autre qui de victime aspire à devenir bourreau traduit bien plus que de l'aveuglement, c'est un choix politique. Au sein de l'université, l'ambition des Cultural Studies a été de déprécier puis de supprimer toute pratique théorique qui défendrait l'existence de savoirs objectifs. Il y a la vérité et la non-vérité.
La liberté, c'est la liberté de dire 2 plus 2 égale 4. Quand cela est accordé, tout le reste suit. Pour parvenir à leur fin, les Cultural Studies ont conçu un simulacre d'opposition politique, mettant en cause l'enseignement rationnel des sciences humaines et des sciences exactes, en les accusant d'être organisés sur un modèle hiérarchique et colonialiste. Leur lutte s'est déroulée sur un terrain déjà conquis. Toutes leurs batailles ont été livrées contre des leurs que les Cultural Studies avaient elles-mêmes préalablement activés et qui leur avaient déjà conféré les pleins pouvoirs. Frère champion mini-échec, Harold Sim. Tournoi d'échecs, un frère gagne. Loin d'une campagne orchestrée par des hommes de l'ombre, la réaction postmoderne a conquis l'université au grand jour et par la gauche, en critiquant son enseignement traditionnel et en le contestant au nom des études post-féministes et post-coloniales. Mini-rec rectifié ref non-être. Ref times 31 10 81. Frère Tillotson gagne mini-échec, demande de photos. Biographie suivra. On ne peut reprocher aux postmodernistes ni l'attrait que suscitent ces très superficielles thèses, ni de savoir jouer avec les peurs les plus élémentaires. Préméditées, influencées ou librement consenties, la volonté des Cultural Studies de s'emparer de l'université préfigure un projet autrement plus vaste et ambitieux, celui de contrôler l'histoire en la soumettant à une lecture unilatérale.